Voilà, chers amis, bonsoir. Pour ceux qui nous rejoignent dans le futur, puisque là, nous sommes le mercredi 4 décembre à 20h05, et peut-être que vous êtes en train d'écouter cet enregistrement dans un moment futur. C'est aussi la magie de la technique, de pouvoir voyager un peu comme ça dans le futur avec les images, ou voyager dans le passé. Pour ceux qui sont dans le futur, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc la thématique du live de ce soir, c'est les fondamentaux pour vivre en harmonie. Alors ce sera la première partie, puisque nous aurons en principe trois parties, peut-être même quatre, parce que c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Ça inclut, vous allez voir, énormément de choses, énormément de thématiques, et dans ces thématiques, c'est un peu comme les poupées russes, il y a des sous-thématiques et des sous-sous-thématiques. Donc, on ne pourra pas tout voir en profondeur, mais je vous promets que dans le programme Métamorphia, on va aller beaucoup plus loin que ça encore et surtout expérimenter des choses qui là seront vues un peu d'une façon théorique. Alors d'où ça vient cette histoire des fondamentaux pour vivre en harmonie? Eh bien, c'est le résultat de 2 ans de travail de notre groupe de recherche qui inclut ce qu'on appelle le cœur de sagesse chez nous. Le cœur de sagesse, c'est un groupe de personnes qui sont en dehors de l'éco-village, mais qui nous soutiennent dans le projet et qui nous soutiennent aussi dans notre réflexion. Voilà, donc certains ont contribué à ce document, enfin plutôt cette recherche, ce questionnement, hein, comment vivre ensemble en étant en harmonie. Et donc, ça a donné lieu à 2 années de travail, de discussion, de recherche extérieure aussi, pour voir aussi ce que d'autres groupes avaient déjà trouvé. Hein, il y a des gens comme Sophie Rabi, Laurent Bouquet, qui ont contribué de façon indirecte, de par leur travail, de par leurs livres, par exemple, qu'ils ont mis en ligne, hein, que je vous invite à lire. C'est très intéressant, qui s'intitule Les mécanismes de la violence dans les collectifs. Alors, c'est un titre un peu dur, mais c'est super intéressant puisque ça couvre une vingtaine d'années d'évolution de ce projet du hameau des Buis qui a démarré donc en 2003 et dont ils ont été exclus en 2000, si je ne me trompe pas, en 2022. Voilà, donc c'est très intéressant et vous trouvez ça sur le site de la Ferme des Enfants, qui est le site de Sophie Rabi, et donc en libre accès. Vous pouvez le télécharger ou le lire en ligne si ça n'a pas changé. Voilà, donc il y a tous ces apports-là aussi. Et donc, quel est le but? C'est finalement de faire un peu le point sur tout ça, de mieux comprendre, comme je le disais tout à l'heure, ce qui fait que 90% des collectifs, ou des lieux en tout cas, se voulant éco-projet, éco-site, éco-lieu, éco-hameau, il y a plein de mots pour ça. Donc des lieux où des gens se rassemblent avec des valeurs de partage, de solidarité, euh, des valeurs humanistes, des valeurs religieuses parfois, de vouloir, entre guillemets, sauver la planète, euh, voilà, et de créer des nouvelles façons de vivre ensemble de façon plus joyeuse, plus heureuse, plus équilibrée. Qu'est-ce qui fait que 90% de ces projets à l'échelle mondiale se cassent la figure? Donc, ce sont les statistiques de Diana Leaf, qui a écrit ce merveilleux livre qui s'appelle Vivre autrement, qui est de nouveau disponible. Donc Diana Leaf, qui est une experte mondiale dans le domaine des collectivités, des collectifs, des écolieux. Et donc ça fait 40 ans qu'elle travaille là-dessus. Quelqu'un de très connu avec qui je me suis formé aussi. Je me suis formé les équipes de Diana Leaf il y a une dizaine d'années aussi. Et donc, ce sont également des apports que nous avons eus dans cette recherche sur comment vivre ensemble de façon harmonieuse. Alors, je dirais que c'est une thématique aussi, dans ce préambule, je dirais que c'est une thématique qui est au-delà des écolieux. Euh, on peut retrouver cette thématique dans les familles. On peut, on peut la retrouver dans les couples également.
hein. Qu'est-ce qui fait aussi que il y ait autant de couples quand on prend une relation qui démarre entre deux personnes? Eh bien, je ne parle pas de mariage spécialement ou de paxage, ou je ne sais pas comment on dit ça maintenant. Euh, Quand deux personnes se rencontrent tout simplement et que elles passent leur première soirée ensemble, eh bien, il y a probablement le même taux de réussite, hein. Au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, ben, il y a plus grand monde qui est ensemble et dans les couches de population très jeunes. Voilà, ça, ces chiffres sont assez impressionnants. J'ai plus les statistiques exactes, mais tout le monde sait bien que, en gros, il y a 2 couples sur 3 qui se séparent, quoi. Et par rapport aux couples qui se rencontrent, c'est probablement beaucoup plus que ça. C'est probablement 9 sur 10. Voilà. À l'échelle mondiale, il faudrait voir selon les cultures, etc. Mais en tout cas, il y a une chose qui apparaît de façon claire de ces observations, c'est que les êtres humains, quand on se réunit, eh bien, c'est compliqué. En tout cas, en 2024, c'est devenu très, très compliqué. Voilà. Il y a bien sûr un certain nombre de facteurs. On va parler de ce qui fait que ça peut fonctionner. Là, en guise de préambule, je vous parle un peu de ce qui fait que ça peut ne pas fonctionner. Euh, il y a un certain nombre de facteurs. C'est dans les écovillages, dans les écolieux, c'est les illusions qu'on se fait. On se construit une image mentale de ce que c'est un écolieu. On se construit une image fantasmée même de ce que c'est vivre en collectif, vivre ensemble. On se dit que ça va être un éco-village, ça doit être une espèce de club med, voilà, où tout le monde sourit du matin au soir et du 1er janvier au 31 décembre, où on est toujours tous d'accord sur tout, où on adore faire des réunions tout le temps, et puis où il n'y a jamais de problème, parce que bien sûr, bah, l'argent il tombe du ciel, les factures se payent tout seuls, et puis les légumes qu'on sème dans le champ, eh bien ils grandissent tout seuls, bah, ça à peu près, mais ensuite même ils sortent du champ, ils viennent se laver sous la douche, et puis ils rentrent dans notre assiette. Il ne reste plus qu'à les manger. Voilà. Bon, bien sûr que c'est un peu caricatural ce que je vous raconte là. Mais quand même, mais quand même, beaucoup de gens ont cette impression que à partir du moment où il y a cette estampille écolieu, éco-village, eh bien, les choses, tout à coup, les êtres humains sont plus vraiment des êtres humains, ça devient des petits anges avec des ailes. Et puis le côté matériel des choses, eh bien, il devient hyper facile. Et puis rentrer 30 tonnes de bois pour l'hiver, ça se fait comme ça, tout seul, comme dans Fantasia. Je sais pas si vous connaissez ce vieux dessin animé de Disney où il y a cet apprenti sorcier là qui fait bouger les troncs d'arbres et tout ça, voilà, avec sa baguette magique. Eh bien non, il n'y a pas de baguette magique dans les écovillages. Il y a il y a des hommes et des femmes comme vous, comme moi, avec nos problèmes, nos difficultés, avec nos casseroles aussi, et puis bien sûr avec nos qualités, avec nos lumières, avec tout ce qu'on a de positif en nous-mêmes. Euh, il y a une nécessité probablement de déconstruire un certain nombre de choses avant de reconstruire. C'est que dans la vie, c'est souvent comme ça. Dans la nature, c'est comme ça. Il suffit de voir maintenant, ben, tout est en train de, entre guillemets, de mourir l'hiver. Voilà, on a l'impression que la vie se retire dans les racines. Voilà, c'est un peu ça qui se passe pour mieux repartir au printemps. Voilà. Et vivre dans un éco-village, changer complètement de vie, ça nécessite bien sûr une prise de conscience à de multiples niveaux. Et donc on va s'approcher un petit peu de cela euh, d'une façon un peu plus positive en voyant un certain nombre de points. Donc il y aura essentiellement 9 chapitres que nous allons aborder ensemble sur cette thématique. Donc des fondamentaux pour vivre ensemble. Voilà. Et donc je vais essayer de vous afficher un petit sommaire et je vais partager mon écran avec vous un petit instant.
Alors, une petite seconde. Voilà. Voilà. En principe, vous devriez voir mon écran là. Vous voyez mon écran? Non, pas pour l'instant. Voilà. Ça y est, vous voyez mon écran? OK. Donc, les fondamentaux pour vivre ensemble. Donc, il y a trois grands thèmes que nous allons aborder. Donc, en fait, dans ces trois grands thèmes, il y a chaque fois trois points principaux. Donc, d'abord, une première partie, ça va être celle d'aujourd'hui, essentiellement. J'espère qu'on arrivera au bout. Parce que ça a l'air de rien, comme ça, il y a trois lignes, mais il y a beaucoup de contenu. Euh, donc, d'abord, c'est se relier à soi. Voilà. C'est le premier grand chapitre. Voilà, vous verrez pourquoi, avec trois sous-chapitres, trois thématiques, accepter la biodiversité humaine, clarifier la place des émotions et intégrer le rapport aux figures d'autorité et de pouvoir. Voilà. Ensuite, la deuxième partie qui sera pour la prochaine séance, c'est se relier au groupe. Donc se relier à soi d'abord, ensuite se relier au groupe. Donc premièrement, accueillir et faciliter l'intégration de nouveaux membres et résidents. Qu'est-ce qu'il faut recevoir, partager pour que ça puisse, pour que la mayonnaise en quelque sorte puisse prendre, hein. Vous savez, intégrer quelqu'un dans un groupe, c'est un peu ça, c'est mettre un nouvel ingrédient. Et je ne sais pas s'il y en a qui font de la mayonnaise parmi vous. Moi, ça m'arrive de faire de la mayonnaise. Je la fais au mixeur, ça marche très bien. Bon, c'est pas très écologique parce que c'est, voilà, c'est, mais bon, un mixeur, ça consomme pas trop quand même. Donc, vous savez bien que quand vous rajoutez un ingrédient dans une mayonnaise, quand vous mettez un peu de vinaigre dedans, ou si vous voulez faire une mayonnaise aromatisée, vous rajoutez des choses, ben, parfois la mayonnaise, elle tourne. Donc, ça devient autre chose qu'une mayonnaise, en tout cas, ça devient une vinaigrette éventuellement. Donc, le mot vinaigrette, il y a vinaigre dedans, vous voyez, bon, voilà. Ça tourne au vinaigre, comme on dit, hein. Mais cette expression-là, ça tourne au vinaigre, c'est une vieille expression, ben, ça vient probablement de quand on fait une mayonnaise, eh ben, si les ingrédients, il suffit que l'œuf, si vous mettez un œuf dedans, il soit trop chaud ou qu'il soit trop froid, etc. Et ça tourne au vinaigre. Donc ensuite, pour promouvoir une gouvernance dynamique, claire et respectée en termes de décision, d'action et stratégie, et sortir de l'illusion de tout le monde peut décider de tout. La tarte à la crème de la gouvernance en intelligence universelle, si on peut dire, voilà, qui devient souvent des réunions d'imbéciles. Pardon, hein, c'est pas, j'insulte pas les gens qui sont dans les réunions, mais plutôt des réunions imbéciles où on va passer, j'ai vu ça, 3 mois pour décider de la couleur de volet ou bien du produit qu'on va mettre sur les bacs de recyclage des toilettes sèches, c'est-à-dire des WC. J'ai vu ça, hein, j'ai participé à des trucs comme ça. Je vous garantis que ça existe, c'est pas une blague. Donc, troisièmement, prévenir les causes reconnues du conflit. Ça, c'est une partie qui est très importante, le conflit. Donc, prévoir des accords relationnels en amont du vivre ensemble. On n'attend pas qu'il y ait le feu à la baraque pour aller acheter un extincteur. On a l'extincteur sous la main. Ça veut dire qu'il va y avoir des outils, il va y avoir des outils pour les accords, pour les relations et pour le vivre ensemble. Ensuite, être en vis-à-vis. Donc, c'est la souveraineté individuelle. En vis-à-vis, ça veut, parce qu'il y a des gens parfois qui ne comprennent pas en vis-à-vis. Ça veut dire quoi être en vis-à-vis? C'est être en face l'un de l'autre. Oui, c'est être en face l'un de l'autre au même niveau. Vous voyez? Il y en a pas un qui fait 2,10 m et l'autre qui fait 1,35 m. Vous voyez? Et puis celui qui fait 1,35 m qui regarde l'autre.
et il a même du mal à voir le sommet de son crâne et il est tout petit. Voilà. Alors bien sûr qu'on parle pas là de taille. D'ailleurs, comme disait Jean Gamin, l'important, c'est c'est pas d'être grand, mais c'est d'être à la hauteur. Alors ensuite, comprendre et éviter l'illusion groupale et le triangle dramatique. Donc ça, c'est tout un concept, l'illusion groupale qui est tiré de Anzieux, qui est un psychologue, sociologue aussi, et le triangle dramatique, qui est le triangle de Karpman, qui est un autre chercheur que beaucoup parmi vous connaissent certainement, puisqu'il y a des thérapeutes parmi vous, ils connaissent le triangle de Karpman. Voilà. Et ensuite, accueillir et reconnaître les rôles sources et les figures fondatrices du projet. En fait, c'est comment on fait pour reconnaître les anciens. Moi, j'ai vu plusieurs fois dans des lieux, y compris chez nous, des jeunes arriver. Enfin, quand je dis jeunes, c'est pas forcément des jeunes en âge, hein, c'est des arrivants, quoi, qui sont jeunes dans le projet et vouloir tout renverser, tout refaire, alors qu'ils venaient à peine d'arriver et sans tenir compte du tout de ce qui existait déjà. Et en général, ça fait tout capoter. Et alors, il y aura donc cette troisième partie, se relier au projet, hein. Donc se relier à soi, se relier au groupe et ensuite se relier au projet. Voilà. Donc se relier au projet, il faut bien différencier le projet de soi pour le relier à autre chose qui est une vision, une raison d'être. C'est assez proche, hein, les termes de vision et de raison d'être. Dans la première partie, j'ai parlé un peu de la raison d'être des trois sources, hein. Bon, vous irez la voir si vous le souhaitez sur notre site, sur la page, pour ceux qui regarderont peut-être de l'extérieur. Donc notre site, c'est Écovillage Trait d'Union, trois sources avec le chiffre 3 point EU. Donc vous avez sur l'onglet tout sur le projet. Vous avez notre guide fédérateur, qui est un peu tout le fonctionnement, les règles de fonctionnement de notre lieu. Voilà, on appelle ça le guide fédérateur. Et donc là, vous avez au début, vous avez la raison d'être. Voilà. C'est vraiment ce qui est les fondements du projet, hein. Et si on n'adhère pas à une raison d'être ou à une vision commune, ben, il vaut mieux aller ailleurs ou bien créer son propre projet parce que forcément, à un moment donné, ça va pas fonctionner. Deuxièmement, intégrer la structure du projet. Donc, intégrer ce qui existe déjà. La structure, c'est tout ce qui est, c'est la colonne vertébrale qui est faite selon les lieux, d'une charte, d'un règlement intérieur. Alors, parfois, c'est implicite. Alors là, c'est compliqué. C'est ces lieux où on vous dit, chez nous, il n'y a pas de règles, euh, il n'y a pas de, il n'y a pas de guide, il n'y a pas de règlement intérieur, on n'a pas besoin de tout ça. Alors ça, c'est complètement faux. Déjà, c'est hypocrite. Pardon, hein, je suis parfois un peu direct et on me le reproche des fois. Mais c'est hypocrite parce qu'en fait, ça n'existe pas. Donc, dire qu'il n'y a pas de règles, c'est déjà une règle en soi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui imposent le fait qu'il n'y a pas de règles. Donc, voilà, je ne vais pas aller plus loin là-dedans. On en parlera quand on sera là, peut-être. Donc, intégrer la structure du projet, accepter ce qui existe déjà. Et puis, troisièmement, le faire et l'être. C'est partager des objectifs d'action et de production clairs pour tous et faire la part belle au sens profond. Voilà, c'est le faire. Voilà, c'est partager des objectifs d'action, de production. Alors, production, c'est pas forcément de la production commerciale, mais ce qu'on veut produire en termes de relations, en termes de construction, en termes d'évolution, en termes de, aussi, pourquoi pas, d'activité sur le lieu. Voilà, et faire la part belle au sens profond, c'est-à-dire comment on se relie au-delà de simplement le matériel, les choses qu'on va fabriquer. Voilà. Donc on va évoquer tout ça. Bien sûr, ce sont des thèmes qui sont très présents dans Métamorphia, hein. Donc pour aller vraiment
profondément dans les différentes thématiques, eh bien, vous le ferez pour ceux qui sont inscrits, il y en a quelques-uns là, enfin, il y en a deux, trois, à Métamorphia, vous avez déjà commencé et on approfondira tout ça aussi dans Métamorphia. Donc, je reviens à la première partie, se relier à soi. Donc, avoir conscience, ça parle du fait d'avoir conscience de l'importance du travail sur soi et de la connaissance de soi. Qu'est-ce qui fait que des gens, euh, je vais vous parler par exemple de Michael et et d'Annie. Donc, Michael et Annie se rencontrent. Ils sont tous les deux dans des métiers d'aide à la personne, enfin euh, d'aide psychologique à la personne. Donc ils ont ce grand point commun. Euh, Ils adorent faire du ski. Ils aiment la cuisine chinoise. Ils adorent aller marcher ensemble, passer leur week-end à aller marcher et ramasser des champignons. Ils sont tous les deux très beaux et ils ont les yeux bleus. Euh, Ils ont le même projet de vie. Ils tombent vraiment raide dingue l'un de l'autre. Ils ont des activités caritatives ensemble. Ils ont les mêmes pratiques spirituelles. Voilà, on croirait qu'ils sont faits pour vivre ensemble. Ben non, quelques années plus tard, ben, patatras, tout le monde s'étonne. C'est un couple tellement merveilleux que j'ai connu d'ailleurs, et tout s'effondre, et ils se séparent, et en plus ils s'engueulent, ils se jettent les casseroles à la tête sur des histoires d'argent, et voilà, et ça tourne, et la mayonnaise tourne au vinaigre, et ça part en western spaghetti, et ce beau couple se finit en ratatouille. Voilà, donc ça, c'est un exemple pour les couples. Dans ce cas-là, on a une personnalité qui est celle d'Annie, qui a beaucoup souffert dans son enfance d'un père qui était très absent et dont elle avait peur. Et quand il rentrait, ben, il fallait que ça marche droit, en fait. Donc elle était fille unique, donc ça tout reposait sur elle un peu, il n'y avait pas d'autres frères et sœurs, donc, elle en a développé une aversion par rapport à tout ce qui est. Son père était militaire en plus, donc à tout ce qui était des hommes incarnant une forme d'autorité. Au passage, je dirais attention à pas mélanger la notion d'autorité avec l'autoritarisme, hein. C'est pas du tout la même chose. Et donc, Michael, quant à lui, c'est quelqu'un de très structuré, qui fait beaucoup de choses, qui prend les décisions très rapidement, qui n'est pas très émotionnel. Et donc, souvent, ils se sont heurtés sur la façon de faire les choses, en fait. C'est-à-dire que, et elle a retrouvé chez lui des facettes de son père. Et donc, lui, il se sentait plus écouté. Donc, il avait une mère qui ne l'écoutait jamais. Et donc, lui, il a retrouvé sa mère. Voilà. Bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire dans les détails, mais c'est juste un petit exemple pour dire que ces gens-là se retrouvant ensuite dans un écolieu où ils vivaient ensemble à la base, eh bien, quand ils se sont séparés, bien sûr, ça a des répercussions aussi, leur séparation sur l'écolieu, avec des gens qui ont pris parti pour l'un ou pour l'autre, hein. Michael était beaucoup dans l'action, dans l'activité, il menait des projets dans l'écolieu, tandis qu'Annie, lui, elle était plutôt quelqu'un qui accueillait les gens, qui aimait parler, passer du temps avec les autres. Et puis, euh, et puis Annie reprochait à Michael de ne pas être suffisamment présent dans les événements sociaux et présent de façon humaine. Et Michael reprochait à Annie d'être trop prise dans ses activités sociales et de ne pas être suffisamment disponible dans le couple. Vous voyez? Et donc, bien sûr, ça a créé des clans aussi, hein. Ça a créé des clans dans le couple.
Donc c'est important, si vous voulez, pourquoi je vous raconte cette histoire, c'est pour vous dire simplement que se connaître, euh, c'est vraiment nécessaire, hein. Avoir, avoir conscience de qui nous sommes, comment nous nous sommes construits, à partir d'où, à partir de quoi, à partir de qui, c'est vraiment nécessaire. Comprendre aussi les enjeux familiaux, hein. Vous voyez dans cette petite histoire combien l'espèce de, d'archétype de, de la présence de la famille de chacun. L'archétype, le mot n'est pas utilisé dans le sens jungien du terme, hein. Donc, toute cette énergie qui vient de la famille d'origine, toutes ces blessures aussi, hein. Les blessures de rejet, par exemple. Vous connaissez pour certains les sept blessures, ça, on pourra y revenir encore, hein. Les sept blessures qui sont essentiellement donc le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation, la trahison, la maltraitance, et j'en oublie une, c'est la culpabilisation. Voilà. Quand on a vécu ces blessures dans sa vie, dans son enfance surtout, eh bien, l'écolieu, le fait de retrouver une espèce de famille symbolique, ça va nous remettre tout ça sur le plateau. Et ça va forcément impacter notre relation à l'autre. Alors, ça vaut aussi bien dans les couples, très très fort dans les couples, parce on va rejouer quelque part, on voit ça dans les couples qui divorcent, hein, après s'être mariés. Bon, vous allez me dire, c'est normal de divorcer après qu'on soit marié, parce que si on n'est pas marié, on ne peut pas divorcer. Mais je dis ça dans le sens où il y a des couples qui sont ensemble depuis 5 ans, 10 ans, même que j'ai entendu un couple 15 ans, ils se marient, et puis l'année d'après, ils divorcent, alors que le couple marchait bien avant. Parce que quelque part, symboliquement, au niveau de l'inconscient, il y a quelque chose qui se connecte. On devient tout à coup papa, on devient maman, et donc on va reconnecter des énergies, des difficultés qui ont été vécues en relation avec le père, avec la mère. On va rejouer l'histoire de la mère, l'histoire du père. Voilà, une mère qui, par exemple, a jamais pu vraiment vivre sa vie. Eh bien, tout à coup, bah, la fille se sent investie inconsciemment du rôle de vivre la vie que la mère n'a pas pu vivre, par exemple. Voilà. Enfin, il y a plein énormément de schémas, et c'est important d'avoir cette conscience et d'avoir fait un minimum de travail sur soi. Qu'on se mette en couple d'ailleurs. Je me rappelle à une époque, j'ai un patient, un jeune que je connais, un jeune, enfin un jeune d'une trentaine d'années, euh, avec qui qui vient me voir et dit, j'aimerais faire de la thérapie avec vous. Je dis, bon, d'accord, pourquoi pas, qu'est-ce qui vous amène? Alors le type, cadre supérieur, 10 000 euros par mois, il roulait voilà, avec une très grosse voiture, un très beau gosse, voilà, très sûr de lui. Je lui dis, qu'est-ce qu'il a, lui, qu'est-ce qui va pas? Il me dit, ben non, je vais bien en fait, mais je vais me marier. Et je voudrais être sûr que ça va marcher. Alors j'aimerais bien faire une thérapie pour voir s'il n'y a pas des trucs qui pourraient coincer dans mon mariage. Moi j'ai trouvé ça une très très belle démarche. D'ailleurs au début je pensais qu'il n'y avait pas grand-chose, mais en grattant un peu, il y avait une problématique très forte de l'image du père par exemple. Et donc on a fait un super travail. Donc c'est pour vous dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des problèmes, parce que c'est aussi une image qu'on peut avoir. Des gens disent, oui, mais moi, j'ai pas de problème. On n'a pas besoin d'avoir des problèmes pour apprendre à se connaître. Ça suffit pas juste de se regarder dans la glace. Moi, je me connais. Voilà, bonjour, c'est moi. Salut, moi, c'est moi. Bon, voilà, c'est un peu idiot ce que je dis là, mais il y a des gens qui fonctionnent un peu comme ça. Ils disent, bon, moi j'ai pas de problème, donc je vois pas pourquoi je ferais une thérapie, pourquoi je m'intéresserais à tout ça. Moi, ça va bien, mes relations avec les autres. En général, c'est là que ça va péter, hein, quand on se retrouve en groupe, hein. Par expérience, je vous dis ça, hein, c'est ceux qui pensent avoir le moins de problèmes qui généralement en génèrent le plus ensuite dans un groupe. Bien sûr qu'il ne faut pas généraliser, mais souvent, quand même. Voilà.
Donc, l'importance de se relier à soi. Ça, c'est vraiment la base. Ensuite, premièrement, accepter la biodiversité humaine. Donc, prendre conscience de sa différence dans le rapport au monde et de la grande diversité humaine. Il y a vraiment un deuil à faire. Ça vous paraît peut-être un peu fort comme mot, un deuil, mais il y a réellement un deuil à faire par rapport à notre croyance que les autres sont, comme on dit, ça se dit plus trop maintenant, mais comme on disait avant très souvent, on disait l'autre c'est mon semblable, mes semblables. Eh ben, il n'y a pas de semblable. Il y a tout au plus des gens qui nous ressemblent un petit peu de loin, euh, par temps de brouillard, euh, la nuit tombante et avec une paire de lunettes de soleil. On peut dire que l'autre, il est comme moi. En fait, nous sommes différents à un point qu'on n'ose pas imaginer. Parce que je crois que si on osait vraiment imaginer à quel point l'autre est différent de nous, ça nous foutrait carrément les pétoches. Nous avons d'abord bien sûr des structures mentales, nos 40 000 milliards de neurones qui sont dans la tête, mais il y en a aussi partout dans le corps, maintenant on le sait. Voilà, ben, tous ces milliards de neurones bon, sont très différents d'une personne à l'autre. Et surtout les synapses, c'est-à-dire les connexions entre les neurones. Alors là, c'est vraiment formidablement différent. Notre perception des choses, la façon dont on perçoit le monde, la façon dont on perçoit l'autre est fondamentalement, radicalement différente d'une personne à l'autre. Et vous savez quelque chose qui est une découverte assez récente dans les neurosciences, on a pensé pendant longtemps que le cerveau humain, il fonctionnait en façon de input, donc ce qu'on reçoit à l'intérieur, output, ce qu'on envoie à l'extérieur, un petit peu comme un ordinateur, quoi. Vous envoyez une information, vous en demandez une, et puis il vous envoie bah, ce que vous avez mis dedans, quoi, finalement, ou façon intelligence artificielle, machin, voilà. C'est pas du tout comme ça que fonctionne le cerveau humain. En fait, nous sommes tous en permanence en train d'inventer et de réinventer le monde. C'est pas des trucs un dialogue New Age ou un peu, je sais pas quoi, sorti d'un podcast. Ce sont des données scientifiques très actuelles. Euh, il y a un type d'ailleurs qui parle très bien de ça. Comment il s'appelle? Je l'ai écouté quelques fois. Qui a sorti un bouquin qui s'appelle Neuromania, et il s'appelle Albert. Alors c'est pas Albert Einstein, mais c'est Albert Boubeker ou quelque chose comme ça. Si vous tapez livre Albert Neuromania, vous allez le trouver facilement avec Monsieur Google ou euh, Monsieur Yahoo, peu importe, ou le serveur écologique qui s'appelle Ecosia que je vous recommande. Donc, nous traduisons finalement en permanence les informations qu'on reçoit. Ouais, c'est quelque chose d'assez nouveau, hein. Ça date des dernières années. Il y a des ce sont des expériences et des découvertes scientifiques majeures hein, en termes de neurosciences. Hein. Donc on est sans arrêt en train de fantasmer le monde. Hein. C'est assez étonnant. Hein. Donc non seulement on est différent, mais en plus les informations identiques qu'on peut recevoir, on les traduit, on les ressent, on les, les introjecte complètement différemment. Donc, il n'y a pas deux personnes semblables. Alors, rajoutez à ça les différences de culture, les différences de culture familiale, les différences de culture sociale, de culture nationale, les différences de langue. On a eu un problème récemment avec une personne qui était d'une autre nationalité et qui avait vraiment tout compris d'une façon différente qu'on pensait être très claire. Et c'est quelque chose auquel nous, on est confrontés tout le temps à l'éco-village. Par exemple, par rapport à notre site internet, on essaye d'être clair, d'être exhaustif. Si on met trop d'informations, on nous reproche d'en mettre trop. Si on en enlève, on nous reproche qu'il n'y en a pas assez. On ne sait plus comment faire parce que tout simplement, chaque être humain est différent. Et que ça demande vraiment de communiquer ensemble, de prendre conscience d'abord de cette biodiversité humaine. On n'a pas de semblable. On est très différents. Alors, dans Métamorphia, on travaille aussi sur les différents types de personnalités
Nous avons tous une base de personnalité. Je vous garantis que si vous rentrez dans le truc, vous allez trouver votre base de personnalité. Si vous rentrez dans cette recherche. Et donc, cette base de personnalité, elle va faire que euh, notre, comment dire, notre déclencheur principal ou notre façon de nous plugger, de nous connecter. Vous savez, il y a différents types d'interrupteurs, hein, et des interrupteurs comme ça. Il y en a d'autres qui sont plus gros, plus petits, à 3 branches, 4 branches, selon les pays, etc. On a tous une façon de se plugger. Ça peut être par rapport à la. On a besoin de structure, par exemple, d'informations claires. On a besoin de liens de cœur. On a besoin d'action et d'objectifs. On a besoin de créativité et d'originalité, on a besoin de pensée, d'intelligence, de conceptualisation, on a besoin de ressenti et de plaisir et de diversité, on a besoin d'avoir de la puissance et du pouvoir sur les choses. Voilà, et un certain nombre de choses que je vous ai citées, mais on a tous l'une ou l'autre de ces connexions qui est notre mode préférentiel, essentiel pour se connecter au monde. Et ça, c'est très important de le connaître parce que l'autre, ben, qui est le tout autre, eh bien, il a sa façon de se connecter au monde. Et c'est pas forcément la mienne. Donc, comment on fait quand on est tellement différent, l'un va voir un truc marrant et l'autre va voir un truc qui est complètement insupportable, un comportement qui est complètement insupportable. Comment on fait pour accepter qu'on est tellement différent? Et comment on fait ensuite aussi quand on est dans un projet de groupe, que ça soit un couple, encore une fois, que ça soit un groupe associatif ou que ça soit un projet de vie collective, comment on fait pour vivre ensemble? Donc c'est nécessaire d'accepter d'abord sa propre différence et de sortir du concept, dire bah, ça- de penser qu'on a forcément raison. Donc vous savez que les êtres humains, on a une activité vraiment qu'on adore et à laquelle on passe énormément de temps. À quoi passe-t-on le plus de temps dans notre vie? Eh bien, c'est à montrer qu'on a raison. Et faites observer dans vos dialogues avec les gens avec qui vous êtes, en famille, en amitié, en association, etc. Le nombre de fois où vous exprimez sous forme d'opinion, sous forme de demande, sous forme d'exposé, sous forme de partage de connaissances, sous forme de ceci ou de cela, le temps que vous passez à montrer que quelque part, vous détenez une vision du monde qui est très importante parce que vous pensez que c'est la bonne et que vous avez raison. Et forcément, quand il y a quelqu'un qui a raison, c'est qu'en face, il y a quelqu'un qui a tort. Et là, ça commence à être le merdier. Excusez-moi, hein, l'expression. Donc, voilà, donc c'est nécessaire. Alors, on peut passer notre vie à se chamailler, à essayer de prouver aux autres qu'on a raison, mais on peut aussi lâcher un peu lâcher l'affaire et puis simplement bah, accueillir qu'il y a des versions complètement différentes de la vie, de la façon de vivre, qu'il y a des versions différentes de vivre les valeurs, puisque même les valeurs, j'en parlais dans la première partie, euh, on peut avoir tout à fait les mêmes valeurs et se foutre sur la gueule quand même. Pardon. Pourquoi? C'est pas parce que vous pensez que l'écologie c'est important, que l'amour c'est important, que être en lien c'est important, qu'être dans le partage c'est important, que construire une éolienne ou un puits pour récupérer de l'eau c'est important, que forcément ça va bien se passer. Parce que à quel endroit vous les mettez les valeurs? Qu'est-ce que vous mettez en premier? Passer un moment ensemble
un peu bisounours en buvant une tasse de thé, et puis en s'écoutant mutuellement, ou bien aller dans le jardin arracher les mauvaises herbes. Les deux sont importants, puisque d'un côté, vous allez avoir des légumes si vous enlevez les herbes indésirables, et puis de l'autre côté, vous allez avoir des fruits du cœur. Voilà. Les deux sont importants, mais on commence par quoi? Et souvent, même dans les couples, c'est ce genre de polémique euh, qui rend qui rend les soirées compliquées. Voilà. Donc, accepter cette biodiversité humaine, euh, c'est vraiment fondamental. C'est un enjeu qui est nécessaire. Il est déjà 47. Ouf, ouf, ouf. Bon, je pense qu'on va pas arriver au bout du point 1. Bon. Euh, alors, on va commencer avec les émotions. Mais je pense que le point 3 sera pour la prochaine fois. Donc, les émotions. Alors, qu'est-ce qui fait que finalement ça se passe mal? C'est que souvent, quand on n'est pas d'accord, quand chacun essaye d'exporter sa vision du monde, quand on essaye de prouver aux autres qu'on a raison, et parfois même on peut avoir raison et vouloir prouver qu'on a raison, hein, mais parfois on peut avoir raison et avoir tort de vouloir avoir raison. Bon, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que les émotions vont monter. Et c'est là souvent que ça commence à faire mal, parce que ça se sent, hein, dans un groupe, dans une relation, on n'a pas besoin de se dire les choses, hein. On sent que tout à coup, euh, voilà, on n'y pensait pas, mais on est en train de bouillir. Et le problème, c'est on s'en est pas rendu compte. On est un petit peu comme des grenouilles, dans le fond. Vous connaissez cette horrible expérience de la grenouille. Vous prenez une grenouille, vous la mettez dans un bocal ou dans une casserole d'eau, et puis vous faites monter. Alors, si vous allumez le feu très fort sous la casserole, la grenouille, elle va sauter de la casserole, et puis tant mieux pour elle. Mais si vous augmentez la température degré par degré par degré par degré, eh bien, à un moment donné, la grenouille, elle va être en train de bouillir, elle va mourir dans la casserole. Elle n'aura pas vu le coup venir. Et c'est souvent ça ce qui se passe dans les groupes. Souvent, ben, les choses, il y a une forme d'escalade qui se fait. On commence par partager des opinions, on commence par se dire des choses sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Et puis petit à petit, on essaye vraiment de prouver qu'on a raison, et puis l'autre aussi. Et puis là, souvent vont s'enclencher les mécanismes sous-jacents, les mécanismes inconscients. Il y a nos petites blessures qui vont monter, qui vont prendre le relais. Et il y a il y a un petit démon sur une épaule qui va commencer à nous susurrer à l'oreille comme dans le film, je ne sais plus comment il s'appelait ce film. Il y a un merveilleux film avec Gérard Depardieu, bon, qui est plus très aimé, mais bon. Et puis, euh, et puis celui qui jouait dans et puis Christian Clavier, là. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu ce film, il est très sympa. Et donc, il a un petit démon, Clavier, qui lui susurre à l'oreille, comme ça, qui est représenté. Et le petit démon, il va nous dire, non, mais il te prend pour un con, là, il te raconte n'importe quoi, mais tu vas pas te laisser faire quand même. Allez, dis-lui ce que tu penses, là, te laisse pas faire, vas-y. Voilà. Et puis là, c'est parti. Et puis l'autre, il a son petit démon aussi qui lui susurre des trucs à l'oreille. Et puis on est parti en western spaghetti, et le merveilleux écolieu devient un champ de bataille où on se balance des choses à la tête. Et on est parti dans nos émotions. Voilà. Et donc, les émotions, c'est pas qu'elles soient mauvaises, mais on a besoin d'apprendre à gérer nos émotions. Il y a une émotion qui est très importante, c'est l'émotion de la colère. Alors, la colère, c'est... Alors, pardon, hein, s'il y en a qui sont bouddhistes ou... voilà, parce il y a des milieux où la colère, c'est considéré comme quelque chose de mauvais. Moi, j'aime bien dire que la colère, c'est l'émotion du respect de soi. Voilà, c'est une émotion qui nous donne un indicateur à un moment donné et qui nous fait prendre conscience que peut-être on n'est plus respecté, qu'on a besoin de se respecter ou de respecter l'autre, ou voilà, il y a quelque chose qui se passe. Et la colère, c'est pas la violence. Voilà. Par contre, la décharge émotionnelle de la colère sur l'autre, c'est violent.
Donc on a le droit de dire qu'on est en colère, qu'on n'est pas d'accord, mais on n'a pas le droit, sauf si on s'en fout et qu'on est prêt à prendre le risque de tout faire, de faire éclater la relation, le groupe, etc. On n'a pas le droit de prendre l'autre en otage de nos décharges émotionnelles. Ça doit se travailler tout seul. Il faut être capable d'aller dans la forêt, dans sa cave, dans son grenier ou sous l'eau, dans sa baignoire. Si, si, ça marche. Et puis gueuler un grand coup. Voilà, et puis peut-être taper dans des coussins ou voilà, et puis traiter l'autre de tous les noms d'oiseaux de la création, mais pas en sa présence. Et puis quand on sait nettoyer, laver de tout ça, eh bien on peut aller se parler et dire qu'on bon, on n'est pas d'accord et voir comment on peut renouer le dialogue, comment on peut s'écouter. Et parfois on va rester pas d'accord, mais on se sera respecté parce que on aura respecté aussi nos émotions. Voilà. Alors il y a des groupes où les émotions sont interdites. Chez nous, c'est pas du tout interdit. Par contre, ce qui est important, c'est de pas tout mélanger. Et donc, dans un écolieu, ce qui est important, c'est qu'il y ait des espaces où on peut travailler, où on peut fonctionner de façon tranquille parce qu'on a besoin de réfléchir, on a besoin de prendre des décisions, on a besoin d'avancer sur des projets. Alors chez nous, on a des réunions en holacratie, hein, donc où il y a un protocole pour ça. Et puis si quelqu'un vient dire oui, mais pas, lui, il m'a pas écouté, c'est toujours pareil. Moi, j'arrive pas à me faire entendre avec lui. J'en ai marre de ça. Stop, s'il te plaît. C'est pas le contexte ici. On est dans une réunion fonctionnelle. On est là pour prendre des décisions sur la gestion du jardin, de l'eau, je ne sais pas quoi. Voilà. Garde ça pour la réunion relationnelle. Et donc, on a une réunion relationnelle où il y a de la place pour ça, où il y a un cadre, des outils qui permettent de gérer ce genre de choses sans que ça vienne impacter toute la vie de l'éco-village. Voilà. Et puis, il y a aussi des processus entre personnes. Voilà les amis, c'est juste un passage très bref hein, sur la place des émotions, mais c'est important d'y réfléchir, hein, quel que soit le projet où vous allez vous intégrer ou pas. Et ça vaut aussi pour les couples. Il y a des couples qui ont des outils de gestion de leurs émotions, voilà, et qui ne s'envoient pas les paquets de linge sale bien mouillés, bien crades à la figure, voilà, mais qui prennent le temps de mettre en place des processus relationnels quand il y a un peu quand il y a un peu d'eau dans le gaz. On n'attend pas qu'il y ait une étincelle qui fasse péter la bonbonne. On, on prend le temps avec un outil, avec des règles sur lesquelles on est d'accord pour fonctionner ensemble et pour régler nos problèmes relationnels. Voilà, on va s'arrêter à ce point 2 pour aujourd'hui et je vais arrêter le partage d'écran. Voilà, et je vais vous proposer, pour ceux qui veulent, de réagir à chaud, si vous avez quelque chose à dire, et sinon je proposerai autre chose. Après, si vous avez une question aussi dans ces lives, si vous avez une question sur une situation que vous vivez avec quelqu'un, quoi, vous n'avez pas besoin de donner de nom ni quoi, et vous aimeriez un partage là-dessus, ou simplement dire quelque chose, ou vous aimeriez, si j'ai quelque chose à dire, c'est pas toujours le cas, que je donne un petit éclairage de, de psy sur le sujet, je peux le faire. Bon, bien sûr, on va pas pouvoir approfondir énormément les choses, hein. Voilà. C'est à vous. Alors, qui se lance? Oui, Ghislaine, vas-y. Oui, bonsoir. Oh, ah là là, quand je t'écoute, mais je le sais tout ça, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment possible de vivre en harmonie? Parce qu'est-ce qu'on se connaît vraiment bien? Voilà, ça, quand j'écoute ce que tu viens de partager,
Euh, Ça me semble quand même une sacrée montagne. Et, euh, et du coup, oui, se connaître, mais je me dis, moi, ça fait des années que je fais un travail sur moi et je suis pas certaine d'arriver encore à me connaître parce que je, je trouve qu'il y a des choses qui changent aussi avec la vie, avec et donc du coup, je me dis waouh, mais est-ce que c'est possible de vivre en harmonie? Voilà, c'est ce que j'ai envie de partager là, de ma question. On- J'entends en fait ton interrogation peut-être avec une pointe d'anxiété derrière, de se dire est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que peut-être mon rêve de collectif, tout ça, est-ce que c'est vraiment possible tout ça? Ou bien est-ce que voilà, est-ce que la nature humaine, toutes les difficultés qui sont en chemin, est-ce que c'est pas une montagne qui barre l'accès à la terre promise, hein? Mais moi, ce que j'ai envie de dire à ça, c'est le chemin qui est intéressant. Parce que la vie, finalement, c'est un long cheminement. Oui, Et finalement, on arrive, en tout cas, en termes concrets, en termes matériels, on n'arrive pas quelque part où, où on dit, comme quand on part en vacances, quoi. Voilà, on est arrivé, on pose nos valises, et puis hop, on met le maillot de bain, voilà. Et puis, non, on n'arrive pas quelque part. Alors, bien sûr, il peut y avoir quelque chose après. Bon, là, je ne vais pas rentrer là-dedans. À chacun ses croyances. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on vit. Alors moi, je suis pas un adepte du tout d'Eckhart Tolle, que je trouve qui est un usurpateur déjà, qui a piqué ses idées chez un dominicain du XIIIe siècle qui s'appelle Maître Eckhart, et qui a pris son nom en plus, sans jamais citer ses sources. Mais quand même, cette histoire pardon, je suis un peu dur avec lui, mais franchement, je trouve ça insupportable. Et donc, il y a ce principe de vraiment vivre, de vraiment vivre ce qu'on vit dans le présent. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'occupe pas de l'avenir, hein, et qu'on n'apprend pas des choses dans le passé, hein. Là, je suis pas d'accord non plus avec lui. Mais, euh, mais vivre pleinement l'instant présent en se disant que c'est ça que j'ai à vivre, c'est là où je suis. Et là, j'apprends des choses. Là, euh, finalement, l'instant présent aussi, ce que je traverse dans l'instant, il me transforme. Et c'est ça qui est important. C'est pas d'essayer de sculpter une image de soi. Ça, c'est du bullshit de développement personnel et de New Age. Alors, j'ai rien contre le développement personnel et le New Age, hein, sauf certaines formes un peu, voilà. Mais, euh, mais on a vraiment besoin, je pense, de se réconcilier avec l'idée que il n'y a pas finalement à chercher à grimper sur l'Everest. Et ça te fait une belle jambe, là, t'es en haut sur l'Everest, t'es là, t'es mort de froid, voilà, t'es crevé, et tu sais même pas si tu vas arriver à redescendre, mais bon, t'as gravi l'Everest, là, alors tu fais quoi? Tu restes là, en haut de l'Everest, jusqu'à ce que tu sois congelé et que mort s'en suive? Non, de toute façon, il va falloir redescendre à un moment donné. La vie, c'est pas gravir l'Everest, quoi. C'est déjà commencer par accueillir profondément qui je suis là maintenant, et accueillir les autres profondément comme ils sont là maintenant. C'est quand même vachement plus important que d'essayer d'atteindre une forme de perfection, de devenir une espèce de d'icône là, zen ou autre, hein, que ça soit comme ça, que ça soit comme ça, ou que ça soit avec une petite auréole sur la tête ou je sais pas quoi, ou je sais pas quoi. Ce qui est important, c'est l'instant. C'est enjoy this moment. Je te raconte une petite blague là-dessus. Enjoy this moment. J'ai une amie qui est mariée avec un prêtre orthodoxe. Et donc, bon, elle va à un enterrement. Et c'est une histoire vraie, hein, il n'y a pas longtemps. Elle va à un enterrement et donc, elle ne sait pas trop quoi se mettre. Donc, elle attrape un sweatshirt noir. Bon, voilà, déjà, bon, c'est noir pour un enterrement, ça va bien. Donc, elle met son sweatshirt, elle est un petit peu à la bourre, certainement. Elle va à l'enterrement. Et puis là, certainement, quelqu'un la regarde un peu bizarrement. Et puis, tout à coup, puis elle réalise qu'il y a une inscription sur le t-shirt. Et en fait, il y a marqué dessus, c'est vrai, hein, c'est pas une blague l'histoire, hein, c'était il y a pas longtemps. Enjoy this moment.
Ah, Donc, enjoy this moment, c'est aime le moment présent, aime ce moment, ce moment dans lequel tu es, quoi. Voilà. bon, en tout cas, merci de m'avoir rappelé. C'est pour ça que j'ai eu un rire, que l'important, c'est le chemin. Yes. J'avais un petit coup de mou. Alors, je sais pas toujours pas comment vous appelez, je dirais Xiaomi, parce que c'est ce qu'ils appellent Xiaomi C'est Michel et Nicole. Michel Nicole, et Nicole. Michel. Voilà. Ok. Bon, ben, moi, j'ai beaucoup aimé l'intervention. C'est de Guylaine, Guylaine, je crois. Ghislaine. Ghislaine. Ouais. En fait, je trouve que c'est génial tout ce qu'elle a dit. Ah, puis en même temps, euh, c'est ça. C'est exactement ça. Et en fait, c'est pas de se faire de vouloir se faire des projets, de vouloir aller loin, mais vraiment y aller doucement et pas se donner des énormes projets, enfin, je trouve pas le mot que je cherche, des énormes... Challenge. aidez-moi, je Des trouve pas mon mot. challenges. Ouais, des challenges, voilà. Mhm. L'important, c'est d'arriver à faire des toutes petites choses tous les jours et pas de vouloir. Et ça, c'est énorme parce qu'en fait, se voir tel qu'on est, c'est pas toujours facile, mais on le voit souvent dans les yeux des autres, hein. Vraiment, l'autre est un miroir. Et ça, c'est, je crois, j'ai 72 ans et je trouve que c'est la plus belle chose qu'on puisse comprendre, le regard des autres. Et si tu as un peu d'humilité, les autres te le disent, hein. Quand tu vois les mal-être de quelqu'un parce que tu es allé trop loin, quand tu as dit des choses qui ont blessé, si un temps soit peu, on est capable de s'arrêter et quand l'autre est comme ça, dit excuse-moi, excuse-moi, savoir dire excuse-moi, j'ai fait un truc qui est pas terrible, quoi, là, de le reconnaître. Et ça, je trouve que déjà, si on arrive à faire ça, de dire je t'aime, et ce que je viens de faire, c'est pas beau. S'arrêter, être capable de s'arrêter. Oui. Savoir, savoir rester aussi dans une forme, c'est un mot qui est plus très à la mode, mais ce que tu viens de partager là, c'est la philosophie de la petite voix, VOIE, de Thérèse de l'Enfant Jésus, qui, bon, c'est plus très à la mode ça, mais quoique. Mm. Quand on écoute, c'est une carmélite qui est morte à l'âge de 24 ans et qui a écrit une somme de choses absolument incroyables. Et donc, elle parlait justement de faire chaque geste du quotidien avec, en y mettant beaucoup d'amour, quoi. C'est-à-dire aimer la vie, finalement, qui est une clé, je crois, beaucoup plus importante que d'essayer euh, d'aller sur la planète Mars comme certains, voilà, comme certains, vous voyez, je ne vais même pas citer le nom parce qu'on n'entend plus parler que de ce bonhomme-là. Voilà, vous voyez de qui je veux parler. Donc, aller sur la planète Mars, aller je sais pas où, alors que comme si on n'avait pas assez à faire sur notre Terre. Euh, voilà, aller sur Mars, c'est complètement délirant, hein, comme idée, hein. Je suis rien sur Mars, il y a des cailloux. C'est une façon de se fuir aussi, hein. Une vraie façon de se fuir. Tout à fait. Mm. Voilà. Merci de ton intervention. Merci beaucoup. Voilà, quelqu'un d'autre? Juste pour remercier, très, très, très intéressant, très enrichissant. Et je vais vous quitter pour aujourd'hui, mais Raphaël, on reste en contact. Oui, merci Et Francesca, pas de souci. Donc, par rapport à ton message, tu peux toujours me recontacter, hein, avec plaisir. bien sûr. Et merci beaucoup pour ces partages, ces moments, hein. Ça fait du bien. Avec plaisir. Bonne soirée à toi. Voilà. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut dire quelque chose? Non, moi aussi, je voulais te remercier. C'est vraiment, je sens tout le travail qui est derrière et la simplicité avec laquelle t'amènes. C'est vraiment de la synthèse de je sens la solidité là, du travail qui est derrière. C'est très apprécié. Merci beaucoup.
Eh bien, les amis, s'il n'y a pas d'autres... Oui, Ghislaine, vas-y. Juste quand je t'écoutais, que tu parlais de on cherche à avoir raison, ça m'a fait penser à ce que disait Marshall Rosenberg, le papa de la communication non violente. Il disait qu'est-ce qui vaut mieux, avoir raison ou être Oui, heureux? heureux. Très bien. Voilà, alors, comme mot de la fin, je vous propose, eh bien, soyons heureux, n'essayons pas Oui, d'être heureux, mais soyons simplement heureux dans le moment présent, en étant pleinement reconnaissant d'être vivant, d'être en vie et de pouvoir avoir cette belle liberté qui, quoi qu'on en dise, est encore quand même très présente dans notre vie pour pouvoir aller pleinement sur notre chemin. Voilà. Bonne soirée à chacun, chacune, et puis à très bientôt. Merci. Bye. Merci. Au revoir. Bye.